Le premier truc que j'ai pigé, ce n'était pas la douleur. Non, ça c'était venu après, comme un vieil ami indésirable qui sonne à votre porte sans prévenir. Au début, c'était ce bip, bip, bip lancinant, un son mécanique qui, ironiquement, s'obstinait à prouver que j'étais encore là. Vraiment, j'en étais pas si sûr, honnêtement. L'odeur ensuite, un mélange étrange, aseptique, de vieux café froid qui avait stagné et, bizarrement, ce parfum léger de Marie, un truc floral, presque timide, mais qui sentait aussi la terreur. Ça m'a percuté. J'ai ouvert les yeux et là, bam, les néons blancs du plafond, une vraie torture pour le crâne. J'ai dû grimacer parce qu'une ombre s'est agitée. Elle était là, assise à côté du lit, son visage blafard sous cette lumière agressive. Elle tenait ma main, mais ce n'était pas une étreinte d'amour, plutôt une étreinte de désespoir pur, de quelqu'un qui se noie et s'accroche à la première branche venue. « Pierre », a-t-elle murmuré, les larmes qui dévalaient sur ses joues creusées. « Oh mon Dieu, tu es réveillé !» Mon corps, lui, ne voulait rien savoir, bloqué. Chaque muscle, chaque articulation criait au boycott. Mais ma tête, elle, tournait à toute vitesse, repassant le film de la veille. Je me souvenais des phares qui fonçaient, du dérapage effrayant, et de lui, là, devant cet hôtel du 6e arrondissement, juste avant que mon vieux camion ne parte en vrille. Sa main sur sa taille à elle, et la sienne. Un flash brutal, insupportable. J'ai essayé de retirer ma main, j'ai tiré de toutes mes faibles forces, mais c'était comme si on m'avait soudé au lit. Impossible. Elle s'est penchée, sa voix tremblante, et a lâché les mots. Ces mots-là, ils ont fait plus mal que les 3 côtes chassées et ma jambe en miettes. Plus que tout ce que la tôle froissée avait pu faire à ma chair. Pierre, je suis tellement désolé. Tellement désolé que tu aies dû apprendre ça comme ça. Le sous-entendu, désolé d'avoir été découverte, m'a poignardé bien plus profondément que n'importe quel morceau de métal. Les bips de la machine continuaient, réguliers, froids, indifférents. Bip, bip, bip. C'était le seul truc qui avait un sens dans ce monde qui venait d'être passé au hachoir. Mes paupières étaient lourdes, comme si elles étaient lestées de plomb. Mais cette odeur, ce cocktail d'hôpital, l'alcool à friction, la cire de sol et cette pointe métallique du sang séché qui me rappelait ma propre fragilité. Et sous tout ça, ce parfum familier. Vanille et vieux café. Marie. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir. La lumière m'a aveuglé. Un éclat fluorescent blanc et agressif qui m'a traversé le crâne d'une douleur fulgurante. Un râle m'a échappé, sec et rocailleux, comme du papier de verre sur de la pierre humide. Pierre. La voix était douce, tremblante. J'ai cligné des yeux plusieurs fois. Les formes floues se sont transformées en un visage. Marie était là, penchée sur moi, ses grands yeux sombres bordés de rouge, le reflet des néons dans ses larmes. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Ses cheveux tirés en un chignon désordonné, et elle portait toujours son uniforme froissé du café du lever du soleil. « Oh mon Dieu, tu es réveillée !» Elle a sangloté, tendant la main pour attraper la mienne, me serrant si fort que ça en faisait mal. Son contact m'a traversé, mais pas comme avant. Pas avec la chaleur et le réconfort. Mon cerveau, engourdi par la morphine et la commotion, est subitement devenu clair, lucide. Le souvenir m'a frappé avec la force du poids lourd que j'avais essayé d'éviter. La pluie battante sur le pare-brise. Les feux arrière distinctifs d'une BMW argentée. L'auvent de l'hôtel de l'Arbalète, l'enseigne néon qui clignotait. Marie qui en sortait en riant, un rire léger et insouciant. Un homme en costume gris qui lui posait une main sur le bas du dos. Le dos de ma femme. Et ce baiser volé, furtif, mais que j'avais vu. J'ai tenté d'arracher ma main de la sienne, d'éloigner son contact, mais mon corps a hurlé de protestation. Une brûlure vive et intense a déchiré mon épaule gauche et mes côtes. J'ai haleté, m'étouffant avec l'air vicié.
Ne bouge pas, implorait Marie, ses mains planant au-dessus de moi, ses yeux injectés de terreur. S'il te plaît, Pierre, ne bouge pas. Tu as 3 côtes cassées et un tibia fracturé. Le docteur a dit, il faut rester immobile. Je l'ai regardé, vraiment regardé, au-delà de la panique dans ses yeux. Pendant 7 ans, c'était le visage avec lequel je me réveillais. Je connaissais la courbe de sa mâchoire, la petite cicatrice discrète au-dessus de son sourcil gauche, la façon dont ses lèvres se pinçaient quand elle était profondément inquiète, ou concentrée sur un sudoku. J'avais fait des doubles postes au centre logistique des Roses, à Vitry-sur-Seine, à charger des palettes jusqu'à ce que mon dos se bloque, juste pour ne pas voir cette ombre d'inquiétude sur son visage. C'était la femme que j'aimais, et elle m'avait poignardé dans le dos. Je t'ai vu, ai-je craché, la voix brisée, étrangère, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers moi. Marie s'est figée, raide comme une planche. Le mince voile de soulagement dans ses yeux a disparu, remplacé par une horreur glaciale et naissante, un matin sans soleil. Elle n'a pas demandé ce que j'avais vu. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait exactement. Elle a lentement abaissé ses mains, les pinces sur le drap blanc stérile qui recouvrait mes jambes immobiles. L'hôtel, ai-je murmuré, la colère montant en moi, une marée noire, mais piégée sous le poids écrasant des analgésiques. L'arbalète, Marie, je t'ai suivi. Elle a fermé les yeux, un silence lourd s'est abattu. Une seule larme a tracé son chemin à travers le maquillage qu'elle n'avait pas retiré, laissant un sillon sur sa joue. Le silence dans la pièce était plus lourd que le plâtre sur ma jambe, plus lourd que toutes les palettes de l'entrepôt. J'attendais la dénégation. J'attendais qu'elle me dise que j'étais fou, que c'était un client du café, qu'une hallucination causée par le crash brouillait ma perception. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé. Il n'y a eu aucune dénégation, juste une pitié pathétique, écrasante, qui m'a dégoûté. « Je sais », a-t-elle dit doucement, à peine un murmure. Elle a de nouveau tendu la main pour effleurer une mèche de cheveux sur mon front. J'étais trop faible, trop engourdi, trop en colère pour l'arrêter. La police, ils m'ont dit où ils avaient trouvé ton camion sur le périphérique en revenant du centre-ville. Elle a pris une inspiration tremblante, une sorte de sanglot étouffé. Pierre, je suis tellement désolé. Désolé? J'ai lâché un rire sifflant et amer qui s'est transformé en une quinte de toux douloureuse, m'arrachant un gémissement. Désolé d'avoir fait ça, tu veux dire? Ou désolé de t'être fait prendre? Elle s'est mordue la lèvre inférieure, regardant ses mains, les posant sur le drap. Des mains qui ne portaient plus sa bague de mariage. Mon regard l'a repérée, posée sur la table de chevet, à côté d'un verre d'eau en plastique. Un symbole de notre échec. « Je suis désolé », a-t-elle murmuré de nouveau, sa voix à peine audible au-dessus du bip régulier et implacable du moniteur. « Je suis désolé que tu aies dû découvrir ça. Ça ne devait pas se passer comme ça. Tu ne devais pas voir. » Les mots m'ont frappé plus fort que le volant du camion, plus fort que la collision elle-même. Elle n'était pas désolée de la trahison. Non. Elle était désolée que son secret ait été éventé. Elle était désolée que l'illusion dans laquelle nous vivions ait été brisée. J'ai tourné la tête loin d'elle, fixant le mur blanc, aveuglant. Je sentais les lignes de fracture dans ma vie s'étendre plus largement que celles de mes os. J'étais en vie, oui, mais en regardant cette femme qui était censée être ma femme, Joan, j'ai réalisé que le Pierre Dubois qui avait conduit ce camion la nuit dernière était mort sur l'asphalte du périphérique. « Sors !» ai-je murmuré, la voix éteinte, sans force, mais pleine de venin. « Pierre, je ne peux pas te laisser ici, pas comme ça. »« Sors !» Cette fois, ma voix s'est fait entendre, même si chaque mot était une torture pour mes côtes. Elle est restée là un instant, l'éternité s'étirant dans le silence de la pièce d'hôpital. Puis, elle a attrapé son sac. Elle n'a pas pris la bague. Elle a marché vers la porte, ses pas lourds, comme si elle traînait une chaîne invisible. Elle est partie, me laissant seul avec la machine qui continuait de me rappeler, par son impitoyable bip, 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 que mon cœur battait toujours
que je le veuille ou non. Une infirmière est arrivée un moment plus tard, joyeuse et visiblement inconsciente de la tempête qui venait de ravager la pièce. Elle a vérifié la perfusion. « Oh, c'est bien. Vous êtes réveillé. Votre femme est restée ici toute la nuit, la pauvre. Elle vous aime vraiment, n'est-ce pas? » J'ai fermé les yeux et j'ai laissé l'obscurité me reprendre, m'entraîner loin d'ici, loin de ces mensonges. Avant le bip stérile et indifférent du moniteur cardiaque, avant même la douleur lancinante, il y avait eu ce grincement strident de métal sur le béton. Ça avait commencé 14 heures avant l'accident. Dans le ventre caverneux du centre logistique des Roses, quelque part à Vitry-sur-Seine. L'air était lourd, saturé de poussière de carton et de l'odeur âcre de gazole qui s'échappait des chariots élévateurs. Mon dos me hurlait dessus depuis 3 heures du matin. Une douleur sourde et pulsatile qui s'installait à la base de ma colonne vertébrale, comme une vieille connaissance, me rappelant, avec insistance, que je n'avais plus 25 ans. J'en avais 35 et mon corps, usé et fatigué, était la seule monnaie qu'il me restait pour échanger contre une paie minable. Marcel Lefebvre, mon chef d'équipe, et ce qui ressemblait le plus à un ami dans cette boîte de béton sans âme, et claquait un presse-papier sur une pile de palettes bancales. « Pierre, t'as l'air d'un revenant. Va, rentre chez toi. Le camion de Lyon est en retard de toute façon. Pas la peine de te tuer à la tâche. » « J'ai besoin des heures sup, Marcel, ai-je dit, essuyant la graisse de mon front avec le revers d'un gant de travail. Le loyer est dû vendredi et le camion a besoin d'un nouvel alternateur. Ça ne va pas se réparer tout seul. Tu vas te tuer pour des clopinettes, et marmonné Marcel, mais il a signé mes heures. Je savais qu'il comprenait, même s'il ne le disait pas. La galère, ça se sentait, ça se lisait sur les visages. J'ai pointé alors que le soleil tentait, sans grand succès, de percer la grisaille persistante du ciel parisien. J'ai conduit jusqu'à notre petit appartement dans mon Ford F-150, une bête de camion qui avait connu de meilleures décennies et qui m'avait coûté une fortune en réparation. Il cognait et tremblait à chaque feu rouge, un rappel constant de tout ce que je devais réparer, mais que je ne pouvais pas me permettre. Chaque vibration était une note de notre symphonie de dette. Quand je suis arrivé à notre appartement, un bloc d'immeubles en briques rouges qui était prometteur depuis 20 ans dans le 13e arrondissement, une promesse jamais tenue comme tant d'autres, Marie était déjà levée. C'était très inhabituel. D'habitude, après ses longues nuits au café du lever du soleil, porte de Clignancourt, elle dormait jusqu'à midi, voire plus tard. Elle se tenait devant le miroir de la salle de bain, appliquant du mascara avec une précision chirurgicale, une concentration que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle portait une robe que je ne reconnaissais pas, un truc bleu marine élégant qui épousait ses courbes d'une manière qui me serrait la poitrine. Ce n'était clairement pas un uniforme de serveuse. « Tiens, tu es debout tôt, ai-je dit, appuyé contre l'encadrement de la porte, l'odeur âcre de la crasse de l'entrepôt collée à moi comme une seconde peau. Marie a sursauté, manquant de faire tomber son mascara, le petit pinceau tremblant à quelques millimètres de son œil. Elle s'est retournée, son sourire tendu, forcé, comme si elle répétait une réplique apprise par cœur. « Oh, salut chérie. Oui, ils m'ont appelé. Le service de brunch. Il manquait du personnel. »« Dans cette robe ?» ai-je demandé, ma voix trahissant une pointe d'incrédulité, bien que j'ai essayé de la garder calme. Mon estomac, lui, se serrait dans un nœud glacé. « Oh, ça !» Elle a lissé le tissu nerveusement, ses doigts effleurant la soie. « Le manager veut qu'on ait l'air plus chic, tu sais, pour attirer la clientèle d'affaires. C'est la nouvelle politique. » Elle m'a embrassé rapidement sur la joue. Elle sentait la vanille et quelque chose de floral, un parfum cher, opulent. Ce n'était pas le déodorant bon marché qu'elle avait l'habitude d'acheter à la pharmacie du coin. C'était le parfum d'une femme qui allait quelque part où je n'étais pas invité. Un parfum qui sentait le mensonge. « Je dois y aller », a-t-elle dit, attrapant son sac à main, une petite pochette élégante, pas son grand fourre-tout habituel.
Elle n'a pas croisé mon regard. Elle a glissé comme une ombre. Je l'ai regardée sortir et la fatigue lancinante qui m'avait écrasé toute la nuit a disparu d'un coup, remplacée par une adrénaline froide et nette qui m'a glacé les veines. J'ai attendu 2 minutes, le temps que ses pas s'estompent dans le couloir, le bruit de la porte de l'immeuble qui claque doucement. Puis, au lieu de m'effondrer sur le lit, j'ai attrapé mes clés et je suis ressorti sous la pluie fine, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Je l'ai suivie. Elle n'a pas pris le bus pour le café du 18e. Elle a pris un taxi en direction opposée, sans Max Ockham, vers le centre-ville. Le trafic était dense sur le périphérique. La pluie qui s'était intensifiée transformait la ville en une aquarelle floue de gris, de rouge des feux de freinage et de lueurs sales. Je me suis maintenu à 2 voitures derrière son taxi, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures blanchissaient, à la limite de la crampe. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un rythme frénétique de déni et d'angoisse. S'il te plaît, qu'elle aille au café. S'il te plaît, qu'elle aille juste au café. Le taxi ne s'est pas arrêté au café du lever du soleil. Il a roulé un peu plus loin sur la rive gauche pour s'arrêter devant le service de voiturier de l'hôtel de l'Arbalète. J'ai garé mon vieux camion abîmé de l'autre côté de la rue, le moteur tournant difficilement, avec des ratés. J'ai regardé à travers la vitre trempée par la pluie, le monde extérieur était un flou. Marie est sortie. Elle ne ressemblait pas à ma femme, la femme qui découpait des coupons de réduction et s'inquiétait de la facture d'électricité. Non, elle avait l'air radieuse, transformée. Elle avait l'air d'appartenir à cet endroit, à ce monde de luxe feutré. Un homme l'attendait sous l'auvent, Julien Duval. Je le connaissais du café. C'était le type qui laissait toujours de gros pourboires, qui avait toujours un mot gentil et qui conduisait une BMW argentée. Il était tout ce que je n'étais pas. Poli, riche, d'une élégance sans effort, sans jamais un grain de poussière sur son costume impeccable. Il ne l'a pas juste salué d'un hochement de tête. Il s'est avancé vers elle avec une familiarité qui m'a rendu nauséeux, qui m'a déchiré les entrailles. Il lui a posé une main sur le bas du dos, un contact possessif, confiant, intime, et s'est penché pour lui murmurer quelque chose qui l'a fait rire. C'était un rire que je n'avais pas entendu depuis des années, depuis nos premiers jours. Un rire léger, libre, insouciant. Elle s'est appuyée contre lui, sa main frôlant le revers de son coûteux costume gris. Ils avaient l'air d'un couple. Ils avaient l'air d'être faits l'un pour l'autre, d'être un ensemble harmonieux, et moi, j'étais la pièce de rechange dépareillée, rouillant de l'autre côté de la rue, un spectateur passif de ma propre destruction. Quelque chose en moi a craqué. Ce n'était pas un bruit fort et spectaculaire, non. C'était une défaillance structurelle silencieuse, interne, comme un pont dont les fondations cèdent lentement. J'ai enclenché la vitesse, ma vision brouillée, non pas par la pluie battante, mais par des larmes chaudes et piquantes que je refusais, avec obstination, de laisser tomber. J'ai appuyé sur l'accélérateur à fond, m'éloignant du trottoir dans un crissement de pneus, désespéré de mettre de la distance entre moi et cette vérité insoutenable. J'ai conduit vite, trop vite. L'image de sa main sur son dos me brûlait derrière les paupières, gravée à jamais. Je ne regardais pas la route devant moi. Je regardais l'épave de mon mariage, de ma vie. L'intersection est apparue de nulle part. Le feu est passé au rouge. J'ai freiné à fond, avec une brutalité qui m'a fait tanguer, mais les pneus ont perdu leur adhérence sur l'asphalte glissant. Le camion a fait de l'aquaplaning, tournant sauvagement sur lui-même. Le monde a basculé sur le côté. J'ai vu les phares aveuglants d'un fourgon de livraison arriver droit sur moi, puis le rail de sécurité, et enfin le ciel a échangé sa place avec le sol. Le métal a hurlé, un son déchirant. Le verre a volé en éclats, et pendant une fraction de seconde, une fraction d'éternité avant que l'obscurité ne me prenne, j'ai ressenti un étrange sens de soulagement, de libération presque.
Au moins maintenant, ai-je pensé, la dernière pensée consciente, je n'ai pas à rentrer à la maison. Je n'aurai pas à lui faire face. La sortie de l'hôpital n'était pas une libération. Oh non! C'était un transfert de garde. Voilà tout. Comme un paquet indésirable qu'on renvoie à l'expéditeur. Ils m'ont roulé jusqu'au trottoir par un jeudi matin gris et pluvieux de janvier. L'air extérieur sentait le bitume mouillé et les gaz d'échappement, un contraste saisissant avec le purgatoire aseptisé dans lequel j'avais vécu toute la semaine passée, nourri de jello et de promesses évanescentes. Ma jambe était immobilisée dans un lourd plâtre, une prison blanche de la cuisse aux orteils. Mes côtes, elles, semblaient tenues ensemble par du scotch et des prières, chaque mouvement me rappelant ma fragilité. Chaque secousse du fauteuil roulant envoyait un éclair de douleur le long de ma colonne vertébrale. Marie nous attendait avec une voiture de location, une berline compacte trop propre, trop stérile, qui semblait prête pour un défilé de mode, pas pour transporter un invalide. Mon camion, mon cher Ford F-150 avec son pare-choc cabossé et son moteur que je connaissais par cœur, avait disparu. Il devait être dans une case quelque part, réduit en un cube de métal, tout comme la vie que j'avais construite. Le symbole de ma fierté, de mon travail, de notre modeste aisance, tout ça, parti. Fais attention, a murmuré Marie, tendant la main pour m'aider à me lever. Ses mains planaient autour de ma taille, incertaines, visiblement terrifiées à l'idée de me toucher, de raviver ma colère. J'ai serré les dents, poussant sur ma bonne jambe et les béquilles que l'hôpital m'avait fournies, une aide humiliante. La sueur a aussitôt perlé sur mon front. Je m'en occupe, ai-je claqué, la voix sèche, même si c'était clairement le contraire. J'ai vacillé et elle a instinctivement attrapé mon bras pour me stabiliser. Son contact m'a brûlé, une sensation désagréable, étrangère. C'était un réflexe de soin, une mémoire musculaire de 7 ans de mariage, mais maintenant ça ressemblait à une marque au fer rouge, une douleur nouvelle et insidieuse. Je me suis dégagé, bousculant sa main, trébuchant sur le siège passager avec un grognement de douleur que je refusais obstinément de reconnaître. Le trajet jusqu'à notre appartement fut silencieux, lourd d'un non-dit pesant. Les essuie-glaces battaient un rythme monotone. FCHF clac, FCHF clac. Comptant les secondes jusqu'à ce que nous soyons de nouveau piégés ensemble entre 4 murs. Notre appartement était au 2e étage d'un vieil immeuble sans ascenseur à Athis-Mons, dans la banlieue parisienne. Je n'avais jamais remarqué à quel point les escaliers étaient raides et interminables jusqu'à ce que je doive les gravir avec des béquilles et 3 coudes cassés. Ça a pris 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles Marie planait 2 marches derrière moi, les mains tendues, murmurant des encouragements sirupeux qui me donnaient envie de hurler et de la pousser. Presque là, Pierre, juste 2 de plus, tu te débrouilles très bien. Je ne voulais pas de ces encouragements. Je voulais qu'elle parte. Je voulais être seul dans ma misère, mais je ne pouvais même pas prendre un verre d'eau sans aide. C'était la blague la plus cruelle de toutes. La femme qui m'avait brisé était la seule qui, ironiquement, pouvait me remettre sur pied. Quand nous sommes finalement entrés, l'appartement semblait plus petit, les murs semblaient s'incliner vers moi, m'étouffant. Le salon avec son vieux canapé beige, élimé par les années, et la télévision que j'avais achetée lors d'un Black Friday de la honte, tout cela ressemblait à un décor de théâtre pour une pièce qui avait déjà pris fin et dont je ne voulais plus jouer la suite. « J'ai préparé le lit pour toi, » a dit Marie, refermant la porte derrière nous, nous enfermant dans cette cage dorée de nos non-dits. « De nouveaux oreillers et j'ai fait remplir tes antidouleurs. » Je me suis dirigé tant bien que mal vers la chambre, m'effondrant sur le matelas. Le soulagement physique fut immédiat, un vrai répit, mais le poids psychologique, lui, était écrasant, plus lourd que toutes les blessures physiques réunies. J'ai fixé le ventilateur de plafond, comptant les pales.
4, juste 4 pales tournant en cercle, n'allant nulle part. Exactement comme ma vie en ce moment. Pierre, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, le cadre déformé par l'humidité et le temps, tenant d'une bassine d'eau tiède et d'une débarbouillette. Tu n'as pas pris de vraie douche depuis des jours. Les infirmières ont dit que tu ne pouvais pas encore te doucher. Je l'ai regardée longuement, avec un mélange de colère et de dégoût. Elle avait troqué ses vêtements d'extérieur pour un t-shirt ample et un short, le genre de tenue qu'elle portait les dimanches matins paresseux quand nous restions au lit jusqu'à midi, lisant le journal, paraissant ensemble. Maintenant, ça ressemblait juste à un déguisement bon marché, une tentative pathétique de revenir à une normalité qui n'existait plus. Je peux le faire moi-même, ai-je menti, sachant pertinemment que c'était faux, mais l'orgueil était plus fort. Tu ne peux pas atteindre ton dos. Tu peux à peine t'asseoir. Sa voix était douce, suppliante, sans un soupçon d'agressivité. Elle ne se battait pas contre moi. Elle me servait. C'était sa pénitence, sa façon de purger sa culpabilité. Elle s'est assise au bord du lit, plongeant le linge dans l'eau tiède. Elle l'a essoré, le son de l'eau qui goutte résonnant dans la pièce silencieuse, amplifiant le malaise. Puis elle a tendu la main vers l'ourlet de ma chemise. J'ai tressailli. Elle s'est figée, sa main planant à quelques centimètres de ma peau, comme si elle craignait de me brûler. « Pierre, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. »« Pourquoi ?» ai-je demandé, ma voix rauque et abrasive. « Ça te fait te sentir mieux? Essuyer mon visage, ça efface la culpabilité? Ça te donne bonne conscience? » Elle n'a pas répondu. Elle a juste baissé les yeux, évitant mon regard accusateur, et a doucement soulevé ma chemise. Alors que le tissu chaud et humide touchait ma peau, j'ai fermé les yeux. Ça faisait du bien, terriblement bien, et c'était ça le pire. Ses mains étaient douces, efficaces, nettoyant la sueur et la crasse de mon corps avec une tendresse qui semblait étrangement, parfaitement authentique. Elle a lavé ma poitrine, attentive aux contusions violacées sur mes côtes. Elle a lavé mes bras, ses doigts effleurant les tatouages fanés sur mon avant-bras. Pendant un instant, juste une fraction de seconde, j'ai oublié. J'ai failli me pencher vers elle, vers son corps, aspirant au réconfort familier de ma femme, oubliant tout. Puis, le souvenir de l'hôtel a explosé dans ma mémoire, me ramenant brutalement à la réalité. Je me suis souvenu de Julien, de sa main sur son dos, exactement à l'endroit qu'elle l'avait maintenant. J'ai eu un haut le cœur. J'ai attrapé son poignet, l'arrêtant en plein mouvement. Ma prise était faible, mais elle était là, suffisante. « Arrête !» ai-je murmuré. « J'ai presque fini », a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Arrête de me toucher comme si tu m'aimais », ai-je dit, la regardant directement dans ses yeux, désormais remplis de larmes. « Fais juste ton travail. Ne fais pas semblant, ne me joue pas cette comédie. » Elle a retiré sa main comme si elle s'était brûlée. Elle a fini le reste en silence, mécaniquement, comme une infirmière avec un patient difficile ou un robot accomplissant une tâche. Quand elle a quitté la pièce pour vider l'eau, je suis resté là, dans l'obscurité grandissante, propre et brisée, l'entendant pleurer doucement dans la cuisine. J'étais prisonnier dans ma propre maison, un roi déchu dans son propre royaume, et ma gardienne était la femme qui s'était déjà libérée elle-même, qui avait trouvé sa propre sortie. Parfois, quand les nuits s'étiraient à l'infini et que le sommeil refusait de venir, je me surprenais à penser à mon père. Un homme taiseux, ouvrier à l'usine, avec des mains qui sentaient le cambouis et une sagesse simple, presque brutale. Il avait coutume de dire « Fais gaffe aux belles paroles, mon garçon. Elles cognent souvent des dettes qu'on ne peut pas payer. » Il parlait des colporteurs sur le marché, des promesses de gains rapides. Mais là, dans le silence de notre appartement, ces mots prenaient un tout autre sens. Julien, le luxe, les attentions,
Tout ça, c'était de belles paroles enrobées, ce destin. Un piège doré. Et j'étais tombé dedans, la tête la première, entraînant Marie avec moi, même si elle avait cru que c'était une échelle. Le pire, c'est que je l'avais vu venir, en quelque sorte, mais j'avais été trop occupé à colmater les brèches pour voir l'iceberg. 3 jours plus tard, la sonnette a retenti. C'était un son discordant, presque brutal, dans le silence pesant et épais de l'appartement. Un rappel que quelque part, un monde existait toujours en dehors de Tuortos, en dehors de nos murs. Un monde qui n'était pas figé dans le temps. Un monde où les gens marchaient sans béquilles et où les mariages n'étaient pas tenus ensemble par le silence, les antidouleurs et les mensonges à moitié avoués. « J'y vais », dit Marie, essuyant ses mains sur un torchon déjà usé. Elle avait récuré les comptoirs de la cuisine pour la 3e fois ce matin-là. Une énergie nerveuse, frénétique, qui me donnait le vertige rien qu'à la regarder, à observer ses mouvements mécaniques. J'étais installé sur le fauteuil inclinable dans le salon, mon plâtre posé sur 2 oreillers, ma jambe en l'air comme un étendard blanc. La télévision était allumée, en sourdine, diffusant un jeu télévisé où des gens hurlaient d'excitation après avoir gagné un nouveau mixeur. J'avais l'impression de regarder une transmission extraterrestre d'une autre galaxie. « Hé, voilà l'invalide !» La voix familière de Marcel a retenti dans le petit couloir avant même qu'il n'entre dans la pièce. Il est entré, apportant avec lui une rafale d'air froid de Paris et l'odeur familière de sueur et de diesel. « Salut !» ai-je réussi à articuler, essayant de me redresser. L'effort a envoyé un spasme aigu dans ma cage thoracique, mais j'ai forcé un sourire, un masque douloureux. « Content de te voir, mec. Ne te lève pas. Ne te lève pas. » Marcel a fait un signe de la main, posant avec une certaine brusquerie un sac en papier taché de graisse sur la table basse. « Je t'ai apporté des sandwichs de chez Tony's. J'imagine que tu en as marre de la gelée d'hôpital. Ça te changera un peu les idées. » Marie l'a suivi, son sourire poli et forcé plaqué sur son visage, un masque social parfait. « Je peux vous apporter quelque chose à boire, Marcel? On a de l'eau gazeuse ou du jus d'orange. »« De l'eau, c'est bien, Marie. »« Merci, » a dit Marcel, reportant son attention sur moi. Il m'a examiné de haut en bas, secouant la tête, incrédule. « Putain, Pierre, tu t'es vraiment amoché. C'est dommage pour le camion. Il était pas mal. »« Le camion est foutu, » ai-je dit sèchement, coupant court à la conversation. Je ne voulais pas parler du camion. Le camion, c'était l'endroit où j'étais assis, le cœur battant la chamade, à regarder ma femme entrer dans un hôtel avec un autre homme. Le camion était le cercueil de ma dignité, de mon amour-propre. Dommage. Marcel a soupiré, s'enfonçant sur le canapé en face de moi, les coussins gémissant sous son poids. Cette Ford était un tank, increvable. Mais bon, au moins tu es toujours là, c'est l'essentiel. Et tu as la meilleure infirmière de la ville. Juste ici. Il a désigné Marie alors qu'elle posait un verre d'eau sur un dessous de verre, son regard fuyant. Sérieusement, et continuait Marcel inconscient, absolument aveugle de la façon dont l'air dans la pièce s'était soudainement raréfié, se transformant en quelque chose de glacial. Tu aurais dû la voir à l'hôpital, Pierre. Elle était dévastée, une épave. Elle ne quittait pas la salle d'attente, elle faisait les 100 pas. Elle faisait 1 million de questions aux médecins. Tu es un sacré vénarde, tu sais ça, un vrai cocu chanceux. J'ai regardé Marie. Elle s'est figée, sa main toujours sur le verre, comme une statue. Elle ne m'a pas regardé. Elle regardait le sol, une rougeur gênée montant le long de son cou et de ses joues. Ce n'était pas de la pudeur, c'était de la honte. Une honte crue. Oui, ai-je dit, le mot ayant un goût de cendre froide dans ma bouche. Chanceux. La plupart des femmes auraient pris la poudre d'escampette, a ricané Marcel, prenant une grosse bouchée de son sandwich, complètement insensible à l'atmosphère. Mon ex-femme, si je me cassais la jambe,
Elle m'aurait laissé sur le trottoir avec un mot de bonne chance et un procès. Mais Marie, elle a assuré, elle a pris des congés, géré tout. Ça, c'est de l'amour, mec. À la vie, à la mort. La vie à la mort. L'ironie était si vive, si acide, qu'elle m'a presque fait rire bruyamment, un rire amer qui aurait tout brisé. J'ai agrippé les accoudoirs du fauteuil inclinable, mes jointures blanchissant, sentant le sang se retirer. Je voulais lui dire, je voulais crier. Ce n'est pas une sainte, Marcel. Ce n'est pas une héroïne. C'est elle la raison pour laquelle j'étais sur cette route. C'est elle la raison pour laquelle je suis brisé, détruit. Mais je ne pouvais pas. Les mots sont morts dans ma gorge, étouffés par une fierté pathétique et persistante, une dernière lueur d'honneur. Si je lui disais, je ne serais pas juste le gars avec la jambe cassée, je serais le gars que sa femme a trompé avec un riche en costume. Je serais la victime, le cocou, l'objet de pitié. Alors, j'ai ravalé la rage, la poussant dans le puits sombre de mon estomac, où les ulcères se formaient probablement déjà, travaillant en silence, comme le reste de mes blessures invisibles. Elle fait beaucoup, ai-je dit, ma voix plate, vidée de toute émotion. Marie a enfin levé les yeux, rencontrant mon regard. Il y avait une supplication silencieuse dans ses yeux, une demande de grâce. « Merci », semblait-elle dire. « Merci de ne pas me détruire devant mon ami. » J'ai détourné le regard. Je ne le faisais pas pour elle. « Alors, comment va l'entrepôt » ai-je demandé, désespéré de changer de sujet, de fuir cette intimité forcée et toxique. L'expression de Marcel a changé, sa jovialité retombant un peu. Il a hésité, frottant l'arrière de son cou. « C'est bon, occupé. On est submergé par la ruée des fêtes qui commence tôt. Noël arrive, tu sais. Qui couvre mon corps? Ils ont pris un jeune intérimaire, un certain David. Il est père. Un gamin tout juste sorti de l'école. Il ne connaît pas la différence entre un transpalette et un chariot d'élévateur, c'est à dire. Mais les bras sont les bras, pas vrai. Il faut bien quelqu'un pour soulever. Pas vrai, ai-je marmonné, le cœur serré. Écoute, Pierre. Marcel s'est penché en avant, baissant la voix, un semblant de gravité dans ses yeux. Le patron demande quand tu reviens. Je lui ai dit que ça prendrait un certain temps, mais tu connais la direction. Si tu es absent plus de 6 semaines, il pourrait me devoir poster le poste de façon permanente. Tu sais, la paperasse, les assurances. La menace planait dans l'air, concrète, lourde de conséquences. Mon travail, mon terrible travail de nuit qui me cassait le dos, était la seule chose qui maintenait notre vie financière, fragile comme une toile d'araignée. Et maintenant, même ça s'échappait, me glissait entre les doigts. Je serai de retour, ai-je dit avec plus de force que je ne le voulais. Ma voix résonnant, vibrante de colère et de désespoir. 4 semaines, dis-lui 4 semaines, Marcel. Pierre, le docteur a dit 6 à 8, et doucement interrompu Marie, sa voix comme une caresse prudente. J'ai dit 4, ai-je claqué en la regardant, le venin dans ma voix faisant cligner Marcel. Il a regardé entre nous, sentant la tension pour la première fois, son regard allant de l'un à l'autre, perplexe. Il s'est raclé la gorge, visiblement mal à l'aise, puis s'est levé, son grand corps s'étirant. « D'accord. Eh bien, je lui dirai que tu es impatient. Écoute, je dois y aller. Mon quart commence dans 1 heure. » Il a tapé ma bonne épaule, un geste fraternel qui sonnait faux. « Rétablis-toi, mon frère, et Marie, continue de faire ce que tu fais. Il serait perdu sans toi. »« Au revoir, Marcel, » a murmuré Marie, son sourire s'éteignant à mesure que la porte se refermait derrière lui. Quand la porte s'est refermée derrière lui, le silence est revenu, lourd, assourdissant, scellant la pièce sous vide, comme une cloche. Les éloges que Marcel lui avait prodigués flottaient dans l'air comme un mauvais parfum, une odeur de mensonge. Marie est restée là un instant, immobile, puis s'est tournée pour prendre le verre d'eau vide. « Il ne sait pas, a-t-elle dit doucement,
presque une imploration. Non, ai-je répondu, fixant l'écran de télévision éteint, reflet de ma propre absence. Il pense que tu es une bonne épouse, une sainte. Elle a tressailli, visiblement touchée, mais elle n'est pas partie. Elle est restée là, tenant le verre vide, piégée dans le mensonge que je venais de l'aider à maintenir, à perpétuer. C'était une étrange collaboration, une danse macabre. « Je vais te chercher tes antidouleurs », a-t-elle dit, se retirant dans la cuisine, fuyant mon regard. Je l'ai regardé partir, réalisant que la seule chose pire que d'être le méchant de l'histoire, c'est d'être le héros d'une histoire complètement fausse, construite sur des ruines. Et ce héros, c'était moi. Une mascarade. Attendez une minute. Juste ici, je dois faire une pause. Tout ça, cette situation avec Marie, mon accident, les silences pesants, c'était d'une absurdité totale, vous ne trouvez pas? Je veux dire, j'étais là à tenter de sauver les apparences devant Marcel, un ami qui ne comprenait rien, et elle jouait le rôle de l'épouse dévouée. Mais au fond, on savait tous les deux que c'était une pièce de théâtre minable, avec un script écrit par la culpabilité et le désespoir. J'étais le gars chanceux, alors que je me sentais plus brisé que jamais. Et elle était à la vie, à la mort, avec l'homme qu'elle venait de tromper. C'est dingue. Qui ferait ça? Qui continuerait à vivre dans ce mensonge jour après jour, à jouer un rôle pour préserver une image? Peut-être que le problème, c'est qu'on a tous peur de la vérité quand elle est trop laide. On préfère la fiction, même quand elle fait mal. Ça me rendait fou, cette hypocrisie, cette espèce de ballet de façade qu'on s'est forcé à danser. Enfin, je suppose qu'il fallait bien ça pour tenir le coup. Mais pour combien de temps? Pour ma part, je n'en savais rien. Retour à la misère, je suppose. Les enveloppes sont arrivées comme des vautours tournant au-dessus de la petite table en bois de notre cuisine, avant de finalement atterrir en un tas chaotique et menaçant. Pour la première semaine après l'hôpital, Marie avait intercepté le courrier. Elle rencontrait le facteur au bas des escaliers, souriant de ce sourire tendu et forcé, et ne rapportait que les choses inoffensives. Un dépliant pour une pizzeria locale, une facture d'électricité que je n'aurais pas le courage de regarder. Elle affirmait avoir déjà géré une carte de pensée de ma tante de Dijon, une petite attention familiale que nous n'avions pas les moyens de nous offrir. Mais elle ne pouvait pas cacher le volume de tout ça éternellement. J'étais assis à la table, mon plâtre posé sur une chaise d'appoint, ma jambe raide et douloureuse. Je fixais la pile qu'elle avait laissée avant de partir à la pharmacie, sans doute pour y pleurer un peu. Mes papiers d'invalidité étaient toujours en cours de traitement, un purgatoire bureaucratique sans fin qui signifiait 0 revenu pendant au moins 3 semaines encore. Chaque jour était un sursis, mais un sursis qui coûtait cher. J'ai attrapé l'enveloppe avec le tampon rouge urgent. Je l'ai déchiré avec une brutalité qui m'a surprise moi-même. Le papier à l'intérieur était fin, léger, mais le chiffre en bas était assez lourd pour couler un navire entier, notre navire. Le transport en ambulance à lui seul coûtait 1200 €. Les frais d'urgence, les radiographies innombrables, l'opération pour ressouder ma jambe, le total était un chiffre qui m'a coupé le souffle, m'a vidé les poumons. 14 000 €, après l'assurance, et notre franchise était de 5 000 €. Nous n'avions pas 5 000 €, nous n'avions même pas 500 €. Nous n'avions rien. J'ai ouvert la suivante. Le relevé de carte de crédit, j'ai balayé les frais précédant l'accident. Essence, course, un achat dans une boutique chic du centre-ville de Paris, rue Saint-Honoré, 200 €. Mon estomac s'est retourné, un mouvement écœurant. De la lingerie. Elle avait acheté de la lingerie 2 jours avant que je ne la suive à l'hôtel de l'Arbalète. J'ai regardé mon survêtement taché et le t-shirt bon marché tendu sur mes côtes meurtries. Elle n'avait pas acheté ça pour moi. Ça ne pouvait pas être pour moi. J'ai repoussé les papiers, la nausée montant dans ma gorge, une amertume suffocante.
J'ai pris mon téléphone et me suis connecté à notre compte courant commun. Je devais voir à quel point les dégâts étaient graves, l'étendue de la catastrophe. Je devais voir le sol zéro pour fixer la ruine en face. J'ai tapé le mot de passe, notre date anniversaire, un souvenir amer. L'écran s'est chargé. Soldé. 450 €. J'ai cligné des yeux, une fois, deux fois. Ce n'était pas juste. Nous vivions au jour le jour, depuis toujours. Avant l'accident, nous avions peut-être 300 € en économie, tout au plus, mis de côté pour les urgences. J'ai vérifié l'historique des transactions. Dépôt de 3 000 € en espèces via Gabe Date hier. La pièce est soudainement devenue très froide, glaciale, un froid qui n'avait rien à voir avec la température extérieure. Un froid de trahison. La porte d'entrée s'est déverrouillée et Marie est entrée, transportant 2 grands sacs de course lourds. Elle avait l'air essoufflée mais déterminée, ses joues rougies par l'effort. Elle a fermé la porte d'un coup de talon. « J'ai ta prescription », a-t-elle dit, ne me regardant pas alors qu'elle se dirigeait directement vers le comptoir de la cuisine, évitant mes yeux. « Et j'ai pris des steaks. Je pensais que ce soir, on pourrait faire un bon dîner. Tu as besoin de protéines pour tes os, pour guérir. » Des steaks. Nous n'avions pas acheté de steak en 6 mois, peut-être plus. C'était un luxe que nous ne pouvions plus nous permettre. « D'où vient l'argent, Marie ?» ai-je demandé, ma voix basse, dangereuse, comme un grondement sourd. Elle s'est figée, un carton de lait à mi-chemin du réfrigérateur. Le silence qui a suivi était épais, suffocant, pesant. Elle a lentement posé le lait et s'est tournée pour me faire face, ses yeux remplis d'une peur que j'avais rarement vue, même dans les moments les plus durs. « Quoi? Le compte en banque ?» ai-je dit, ma voix basse et vibrante de colère. « Il y a 3 000 € dedans et tu achètes des steaks. Mon chèque d'invalidité n'est pas arrivé. Mon congé maladie n'est pas payé. Alors, d'où vient l'argent? Qui nous a envoyé cet argent? » Elle a essuyé ses mains sur son jean, évitant mon regard, cherchant une échappatoire. J'ai demandé à ma mère. Elle a des économies. Menteuse. Le mot a claqué comme un fouet dans l'air, cinglant. Ta mère vit avec une petite retraite de misère dans un appartement d'une chambre à Choisy-le-Roi. Elle n'a pas 3 000 € à donner, elle n'a jamais eu autant d'argent de sa vie. Marie a regardé le sol comme si les réponses s'y trouvaient. Elle avait de l'air petite, acculée, prise au piège. J'ai pris des quarts supplémentaires, j'ai fait des heures. Tu n'es pas allée travailler depuis 1 semaine, Marie. Tu as été ici à jouer l'infirmière, à t'occuper de moi. C'est ça ton alibi? J'ai claqué le relevé bancaire sur la table, le papier fin froissant avec un bruit sec. Dis-moi la vérité, bordel. Elle a pris une profonde inspiration, ses épaules tremblantes, un sanglot secouant son corps. Je l'ai emprunté. À qui? Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin de le faire. La réponse était dans l'odeur chère de la lotion qu'elle portait encore, dans le souvenir de la BMW argentée, dans le costume sur mesure de l'homme qui lui avait posé la main sur le dos. « Ramène-le », ai-je dit, le souffle court. « Pierre, nous avons le loyer à payer dans 2 jours. La facture d'électricité est en retard. Elle va être coupée. Nous avons besoin. » J'ai dit « ramène-le », ai-je rugi, me poussant du fauteuil, le mouvement envoyant une douleur insupportable dans ma jambe et mes côtes. La douleur dans mes côtes était aveuglante. Un couteau blanc et chaud se tordant dans ma poitrine. Mais la honte, elle, était pire, plus lancinante. « Je ne peux pas », s'est-elle écriée, les larmes coulant enfin librement sur son visage ravagé. Il a insisté. Il est au courant de l'accident. Il voulait aider Pierre. Aider. J'ai ri d'un son dur et saccadé, un rire sans joie. Il n'aide pas Marie. Il me paie. Il paye les dommages qu'il a causés. C'est ce que je suis maintenant, un cas de charité pour ton petit ami, sa petite fondation personnelle.
Ce n'est pas comme ça, a-t-elle sangloté, se cachant le visage dans ses mains. Je ne voulais juste pas que nous perdions l'appartement. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je ne m'inquiète pas, ai-je dit, me laissant retomber sur la chaise, épuisé, vidé. Le combat s'était vidé de moi, laissant seulement un vide creux et douloureux. Je meurs. Chaque fois que je regarde cet appartement, chaque fois que je mange la nourriture dans ce frigo, je mange ses restes, les restes de mon rival. C'est ça la dignité que tu me laisses? Elle est restée là, pleurant silencieusement, ses épaules secouées par les sanglots, entourée des courses qu'elle avait achetées avec l'argent d'un autre homme. Cuisine le steak, ai-je murmuré, fermant les yeux, incapable de la regarder. Pierre, je ne veux pas le cuisiner ici. Cuisine-le, ai-je répété, tournant la tête. J'ai faim et apparemment, je ne peux pas me permettre d'être fier. La fierté est un luxe de riche. J'ai écouté le grésillement de la viande dans la poêle, l'odeur riche et grillée remplissant le petit appartement. Ça sentait le luxe, ça sentait le succès, ça sentait l'homme qui me maintenait un toit sur la tête pendant que j'étais brisé dans son ombre. Le steak est resté dans mon estomac comme une pierre, lourd, indigeste, un rappel permanent de mon échec personnel. 2 jours s'étaient écoulés depuis la révélation du compte bancaire. Le silence dans l'appartement était passé d'une gêne palpable à une suffocation constante. Marie se déplaçait comme un fantôme glissant de pièce en pièce, anticipant mes besoins avant même que je ne les exprime, sa culpabilité se manifestant par une domesticité agressive, presque étouffante. Mais j'en avais marre d'être le patient, marre de cette pièce de théâtre absurde. C'était un mardi matin, ou peut-être un mercredi, ma mémoire est encore un peu floue à ce sujet. Marie était descendue à la buanderie au sous-sol. J'avais peut-être 20 minutes de répit, d'air frais. Je fixais le calendrier mural, les jours qui s'écoulaient inexorablement. 4 semaines, c'était la date limite que Marcel m'avait donnée avant que mon travail, ma seule bouée de sauvetage vers la dignité, ne soit proposé à quelqu'un d'autre, à un jeune David qui ne savait pas manier un transpalette. J'ai regardé mon plâtre. Le docteur avait dit pas d'appui pendant 2 semaines supplémentaires. Le docteur, lui, n'avait pas de prêt immobilier à payer ni une femme qui empruntait de l'argent à son amant. Il vivait dans un autre monde. J'ai attrapé mes béquilles et je me suis hissé, le corps tremblant d'effort et de rage contenue. La douleur dans mes côtes était maintenant un grondement sourd, gérable si je ne respirais pas trop profondément, si je faisais attention. Je me suis dirigé vers la salle de bain, le lino froid sous mon bon pied, une sensation glaçante. Je ne voulais pas d'une autre toilette à la débarbouillette, pas de ses mains douces qui me rappelaient en sa trahison. Je ne voulais pas que Marie m'essuie comme un invalide gériatrique. Je voulais une douche, je voulais me tenir sous l'œil chaude et laver la puanteur de l'impuissance de ma peau, de mon âme. J'ai verrouillé la porte. C'était une serrure fragile, une vieille serrure qu'on pouvait ouvrir avec un ongle, mais elle ressemblait à une déclaration d'indépendance, un mur symbolique. J'ai retiré ma chemise, grimaçant alors que je levais mes bras blessés. Faire passer le survêtement par-dessus le plâtre fut une danse humiliante d'équilibre précaire et de jurons étouffés, mais je l'ai fait. J'étais nu, frissonnant légèrement dans l'air frais et humide, me tenant à lavabo pour me soutenir, mes jointures blanchissant sous la pression. J'ai allumé la douche. La vapeur a commencé à remplir la petite pièce, embouant le miroir où j'ai aperçu un fugitif reflet de moi-même. Un homme meurtri, pâle, les côtes apparentes sous la peau tendue. Une pathétique excuse de Marie. « Tu peux le faire », ai-je murmuré, me parlant à moi-même, essayant de me convaincre. J'ai lâché le lavabo et j'ai tendu la main vers le bord glissant de la baignoire. Je me suis équilibré sur ma bonne jambe, soulevant le lourd plâtre pour franchir le rebord de porcelaine. J'ai mal calculé. La vapeur avait rendu le sol lisse comme une patinoire. Mon bon pied a glissé d'un simple centimètre,
mais c'était suffisant. La panique a éclaté, chaude et brillante, me saisissant les tripes. J'ai agité les bras, tentant de me rattraper, agrippant le porte-serviette, mais il n'était pas ancré dans un montant solide. Il s'est arraché du mur avec un craquement écœurant de placots et de vis. Je suis tombé lourdement. Ma mauvaise jambe, celle plâtrée, a heurté le bord de la baignoire. Un éclair d'agonie, blanc et aveuglant, a jailli de ma cheville à mon crâne, me traversant le corps. J'ai hurlé, un son animal brut que je ne pouvais plus retenir, que j'ai laissé s'échapper sans honte. Je me suis effondré en un tas informe sur le sol froid, le souffle coupé, l'air s'étant enfui de mes poumons. L'eau de la douche continuait de couler, indifférente à mon effondrement, une source froide qui rafraîchissait ma défaite. Ce matin-là, quand j'ai entendu un fracas, puis ce cri aigu qui m'a transpercé les tripes, j'ai su. C'était Pierre. Je venais de revenir de la buanderie où j'avais eu le courage de rendre le sac avec les quelques affaires que Julien m'avait offertes et que Pierre n'avait pas encore découvertes. Je n'arrivais même plus à me souvenir de la raison. Le stress avait tout brouillé. J'ai couru. Mon cœur battait la chamade, tambourinant dans mes tempes. Devant la porte de la salle de bain, j'ai entendu l'eau couler, incessante, et les plaintes étouffées de Pierre. « Pierre !» j'ai cogné. « Pierre, ouvre la porte !» Le silence, sauf le jet d'eau et un grognement étouffé. Il avait verrouillé, comme s'il pouvait se protéger de moi, ou de lui-même, derrière ce bout de bois. La panique m'a saisi, une peur primaire pour sa vie. J'ai cherché une pièce de monnaie, n'importe quoi, sous le paillasson, sur l'étagère. J'ai trouvé un vieux couteau à beurre dans le tiroir du couloir. Ma main tremblait en l'insérant dans la fente, le clic résonnant comme un coup de fusil dans mon ventre. Mais il fallait que j'entre. Quand la porte a cédé, l'image m'a frappé de plein fouet. Pierre, nu, cassé, entouré de poussière de plâtre, de vapeur d'eau et de cette vulnérabilité qu'il haïssait tant, qu'il s'acharnait à dissimuler. Son cri m'avait percé le cœur, mais le voir ainsi abattu, c'était insupportable. Les larmes ont commencé à rouler, non pas de pitié, non, mais d'une sorte de désespoir aigu, d'impuissance. Il était là devant moi, un champ de bataille que j'avais contribué à créer. Un homme que j'avais blessé si profondément. L'eau de la douche l'aspergeait, lui et la poussière du mur. Et j'ai moi-même été trempé en me laissant tomber à genoux à ses côtés. « Non », a-t-il dit en haletant, tentant de me repousser. « Ne me regarde pas. » Mais comment ne pas le regarder? Comment ne pas voir la catastrophe que nous étions devenus? Sa jambe, mon Dieu, le plâtre qui semblait encore plus cassé qu'avant, la peau pâle et marquée. J'ai tendu les mains vers lui, une peur primale me transperçant. Avait-il tout refait? Avait-il brisé sa jambe à nouveau? Je ne me souciais pas de son orgueil, de notre mariage, des mensonges à cet instant. Je ne voulais que le sortir de là. J'ai l'impression que c'était la première fois depuis des mois que je ne pensais qu'à lui, sans aucune arrière-pensée de culpabilité ou d'évasion. C'était un amour brut, instinctif, animal. Mais il ne l'aurait pas vu. Il ne voyait plus que mes fautes. Pierre, j'ai entendu la porte d'entrée claquer bruyamment. Des pas lourds ont retenti dans le couloir, se rapprochant à toute vitesse. La poignée de la porte de la salle de bain a cliqueté violemment, dans un bruit métallique et sec. « Pierre, ouvre la porte !» Je ne pouvais pas parler. J'étais recroquevillé sur le tapis de bain mouillé, gaspillant l'air, m'agrippant à ma jambe, la douleur si intense que je pensais vomir, que mon estomac se tordait. « Pierre !» Le verrou a cliqué, un petit son dérisoire. Elle devait avoir utilisé une pièce de monnaie ou un tournevis, et la porte s'est ouverte en grand, avec une violence inattendue. Marie s'est précipitée, son visage drainé de tout son sang, blême. Elle m'a vu, nu, brisé, entouré de poussière de plâtre et de vapeur.
Oh mon Dieu, a-t-elle crié, tombant à genoux à mes côtés, l'eau de la douche l'aspergeant, trempant sa chemise instantanément. Non, ai-je sifflé, essayant de la repousser de ma main valide, un geste inutile. Ne me regarde pas. Taille-toi, a-t-elle sangloté, ses mains planant au-dessus de ma jambe, tremblante, terrifiée à l'idée de la toucher, de me faire encore plus mal. Où ça fait mal? Tu l'as encore cassé? Dis-moi, Pierre. Je vais bien, ai-je menti, mes larmes de douleur coulant librement, sans retenue. Aide-moi à me relever. Aïe! Elle a passé ses bras sous mes aisselles, son corps frêle se tendant. Elle était petite, mais l'adrénaline lui donnait une force insoupçonnée. Elle a soulevé et j'ai gémi, utilisant chaque once de volonté pour mettre ma bonne jambe sous moi. Nous avons trébuché, glissant sur le sol mouillé, et elle m'a plaqué contre le mur pour nous maintenir debout, nos corps collés. Nous sommes restés là, haletants, nos souffles se mêlant dans la vapeur. J'étais nu, trempé, et frissonnant de froid et de choc. Elle était trempée, ses cheveux collés à son visage, sa poitrine haletante contre la mienne. Pour un instant, la douleur a reculé à l'arrière-plan, éclipsée par cette proximité inattendue. Je l'ai regardée, ses mains agrippant mes épaules nues, ses yeux grands ouverts et sombres, cherchant sur mon visage des signes de choc, d'éventuels dégâts. « Espèce d'idiot », a-t-elle murmuré, sa voix se brisant, mêlant colère et tendresse. « Espèce d'idiot t'es-tu? Pourquoi n'as-tu pas attendu? Pourquoi n'as-tu pas appelé? » « Parce que je déteste avoir besoin de toi, ai-je pensé, la gorge serrée. Parce qu'à chaque fois que tu m'aides, j'ai l'impression que c'est lui qui paye pour ça. Mais je ne l'ai pas dit. La vapeur nous a enveloppés dans un monde blanc et privé, une bulle où le monde extérieur n'existait plus. L'odeur de sa vanille et de la pluie a rempli mon nez, un mélange doux et enivrant. Mon corps, traître et confus, a réagi à cette proximité, à cette chaleur humaine. Je me suis souvenu de la courbe de sa taille, de la façon dont sa tête s'ajustait parfaitement sous mon menton. Elle l'a senti aussi. Sa prise sur mes épaules s'est adoucie. Son regard est tombé sur mes lèvres, puis est revenu à mes yeux, un mélange d'attente et de vulnérabilité. La colère était toujours là, un mur de verre fin mais infranchissable entre nous. Mais pour une fraction de seconde, une étincelle folle, j'ai voulu le briser. J'ai voulu l'embrasser si fort que cela efface les 2 dernières semaines, que cela efface tout. Elle s'est penchée d'un petit centimètre. J'ai gelé. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes meurtries. Une pulsation folle. Puis l'image de l'hôtel a éclaté dans mon esprit, violente. La BMW, le costume impeccable de Julien, la main sur son dos. J'ai eu un haut le cœur. J'ai repoussé Marie. Pas fort, juste assez pour rompre le circuit, pour casser le sort. « Donne-moi une serviette », ai-je dit, ma voix froide et morte, aussi vide que l'appartement. Marie a trébuché en arrière, se rattrapant au lavabo. Le moment s'est brisé, la tendresse s'est évaporée, laissant seulement la réalité humide et froide de la salle de bain. « D'accord », a-t-elle murmuré, se détournant, ses épaules affaissées, comme sous un poids invisible. « Une serviette. » Elle en a attrapé une sur le porte-serviette et me l'a tendue, refusant de croiser mon regard. Alors que je l'enroulais autour de ma taille, cachant ma honte, j'ai réalisé que ma jambe n'était pas la seule chose irréparable. C'était le membre fantôme de notre mariage. Je pouvais encore le sentir. Je pouvais encore en souffrir, en avoir mal. Mais quand je tendais la main pour le toucher, il n'y avait rien là, que du vide, du vent froid. Le vide béant de notre rupture. Qu'auriez-vous fait à ma place, quand même les tentatives de réconciliation étaient empoisonnées? Le son de ma nouvelle vie était un tapotement creux et rythmique sur le plancher. Clic, traîne pas. Clic, traîne pas. Un bruit monotone et lancinant qui rythmait mes journées. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit où j'avais essayé d'embrasser Marie
et n'avait goûté que des cendres amères. Le plâtre était parti, remplacé par une botte de marche encombrante et rigide qui me donnait l'air d'un astronaute échoué sur une planète désolée, un monde sans espoir. J'avais une canne maintenant, un truc élégant en aluminium que le physiothérapeute insistait être temporaire, mais mon genou me disait le contraire, le prévoyant pour des années. L'appartement était silencieux, un silence pesant. Marie faisait un double service au café du lever du soleil, tentant désespérément de récupérer l'argent qu'elle avait emprunté à Julien pour garder les lumières allumées et le loyer payé. Elle s'épuisait, rentrant à la maison avec les pieds enflés et un sourire désespéré, plein d'espoir, que je ne pouvais me résoudre à lui rendre. Je n'attendais pas qu'elle rentre à la maison. Je n'attendais plus personne, sauf le rendez-vous. J'attendais d'une dépanneuse. Je me tenais près de la fenêtre, le visage collé à la vitre froide, regardant la rue en bas, le balai incessant de la vie qui continuait sans moi. À 10h15, un plateau rouillé a grondé pour s'arrêter en face de l'immeuble. Le chauffeur, un gars avec de la graisse sous les ongles et une cigarette pendante aux lèvres, a sauté de sa cabine. J'ai commencé ma descente des escaliers, lente et douloureuse. Ça a pris 5 minutes d'agonisante concentration, la sueur me piquant le front, mais j'ai refusé d'appeler à l'aide. Ma fierté, c'est le dernier vestige, m'interdisait de le faire. Dehors, l'air était vif, tranchant, portant l'odeur métallique de l'hiver imminent. Mon Ford F-150, ou ce qu'il en restait, était posé sur le trottoir où la fourrière l'avait déposé une semaine auparavant. L'avant était un accordéon d'acier tordu. Le pare-brise avait disparu, il n'y avait qu'un trou béant. La porte côté conducteur, celle d'où je m'étais penché pour embrasser Marie en partant 1000 fois, était arrachée. « Perte totale, mon pote », a dit le chauffeur, donnant un coup de dépôt dans un pneu éclaté. Le châssis est tordu. Le bloc moteur est fissuré. « Je sais », ai-je dit, m'appuyant lourdement sur ma canne, sentant la douleur remonter. « Ça vaut combien? Qu'est-ce que tu me donnes? » Il a haussé les épaules. Les prix de la ferraille sont bas en ce moment. Des pièces peut-être. La transmission est récupérable. L'essieu arrière a l'air OK. Je peux te donner 800 €, pas un centime de plus. 800 €, ça m'a percuté. Ce camion représentait 50 heures supplémentaires, de sueur et de fatigue. C'était le véhicule qui nous avait déménagé dans cet appartement. C'était le camion que nous avions conduit en Bretagne pour notre lune de miel, parce que nous ne pouvions pas nous permettre un vol. C'était mon indépendance, ma capacité à subvenir aux besoins de ma famille, à la mienne. Faites-en 1000, ai-je dit, tentant une dernière négociation. Il a regardé ma jambe, la botte, la canne. Il a vu un homme qui n'avait aucun levier, aucun emploi et aucune option. 900, a-t-il contre-offert. Paiement en espèces, c'est mon dernier mot. J'ai signé le titre de propriété sur le capot de son camion, le métal froid sous mes doigts. Le stylo tremblait dans ma main, non pas de faiblesse physique, mais de la finalité de l'acte, de cette dernière page qui se tournait. Alors qu'il comptait 9 billets de 100 € neufs dans ma paume, j'ai ressenti une étrange légèreté. Ce n'était pas du soulagement, c'était le dépouillement d'un poids. Je ne vendais pas seulement un camion. Je liquidais le dernier actif de Pierre Dubois, le pourvoyeur, le mari. Je l'ai regardé treuiller la carcasse de mon camion sur le plateau. Le métal a crissé contre le métal, un grincement lugubre qui a résonné dans le quartier, comme un cri de mort. Puis il est parti, le camion disparaissant au loin, laissant derrière lui une tache d'huile noire sur l'asphalte, une ombre indélébile. Je me suis retourné et j'ai commencé la lente ascension des escaliers, le cœur vide. À l'intérieur, je ne me suis pas assis. Je suis allé au petit bureau dans le coin où nous gardions nos papiers importants, nos papiers qui représentaient tout. J'ai sorti la facture de carte de crédit commune. Le solde était de 850 €, principalement des courses et des services publics du mois dernier. J'ai vérifié les dates, les montants, une dernière fois.
J'ai logué sur l'application bancaire sur mon téléphone et j'ai déposé l'argent au terminal du magasin du coin. Puis j'ai payé la facture en totalité. Solde, 0 €. J'ai fixé l'écran. Nous étions quittes. Je ne lui devais rien pour les courses. Je ne lui devais rien pour le loyer. Et elle ne me devait rien pour les années que j'avais passées à me casser le dos pour la rendre heureuse, ou du moins, moins malheureuse. Je suis allé dans la chambre. Je n'ai pas pris la valise. Marie aurait remarqué si le gros bagage avait disparu, et je ne voulais pas de scène, pas de discussion, pas de confrontation. J'ai pris un duffel bag du placard, mon vieux sac de gym, un compagnon fidèle de mes années de sport, bien avant les entrelacs de notre vie. J'ai fait mes bagages systématiquement, méthodiquement, sans émotion. 3 jeans, mes chemises de travail propres, des sous-vêtements, mes articles de toilette. J'ai laissé la montre qu'elle m'avait offerte pour notre 5e anniversaire sur la commode, brillante et moqueuse. J'ai laissé l'album photo de notre mariage. J'ai laissé la photo encadrée de nous à la Tour Eiffel, nos sourires forcés dans l'objectif. J'ai pris mon alliance sur la table de chevet. C'était une simple bague en argent, rayée et usée par des années de travail en entrepôt. Je l'ai tenue longtemps, sentant le métal froid se réchauffer dans ma paume, puis se refroidir de nouveau. Je n'ai pas laissé de mots. Les mots étaient pour les gens qui espéraient être retrouvés, qui voulaient une explication. Un adieu. Les mots étaient pour les gens qui voulaient le dernier mot. J'ai fermé le sac. Il était léger. 7 ans de mariage et tout ce que je possédais vraiment tenait dans un sac de sport, avec un compte courant où il restait 50 €. J'ai marché jusqu'à la porte de la chambre, la canne cliquetant contre le sol en bois. J'ai jeté un dernier coup d'œil à l'appartement. Il était propre. Il était silencieux. Il était rempli des fantômes d'un couple qui était mort par un mardi soir pluvieux sur le périphérique, ou peut-être bien avant, dans les allées d'un hôtel de luxe. J'ai ouvert la porte et suis sorti dans le couloir. Je ne l'ai pas verrouillé derrière moi. Je ne protégeais plus rien à l'intérieur. Le couloir sentait le vieux tapis poussiéreux et quelqu'un qui cuisinait des oignons au 3e étage, l'odeur âcre et familière d'une vie que j'avais connue pendant 7 ans. Je n'ai pas regardé l'appartement 2B. Je n'ai pas écouté les sons fantômes d'une télévision allumée ou le ronronnement du réfrigérateur. J'ai juste levé les yeux et me suis concentré sur le rythme de ma sortie. Clic, traîne, pas, la cage d'escalier était un défi. Descendre était plus difficile que monter, la gravité tirant la lourde botte de marche, menaçant de me faire tomber à chaque pas. J'ai agrippé la rampe, mes jointures blanches, ma nuque transpirant dans l'air frais du vestibule. Arrivé au rez-de-chaussée, je me suis arrêté devant la rangée de boîtes aux lettres en laiton. Elles étaient ternies, les plaques nominatives se recourbant sur les bords. Dubois y était inscrit de la fine écriture bouclée de Marie. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti la clé. Ce n'était qu'un morceau de métal dentelé, froid et insignifiant. Elle ouvrait une porte sur une pièce où je n'avais plus ma place. Elle ouvrait une vie qui avait été payée par la culpabilité d'un autre homme et ma propre cécité. Je ne l'ai pas jetée, je ne l'ai pas claquée avec fureur. Je l'ai simplement glissée dans la fine fente de notre boîte aux lettres. Elle a atterri avec un doux cliquetis métallique à l'intérieur, rejoignant les factures impayées et les courriers indésirables que je n'ouvrirai plus jamais. J'ai poussé la lourde porte d'entrée de l'immeuble et je suis sorti sur le trottoir parisien. Le vent m'a frappé en premier, une rafale venant de la Seine qui me transperçait ma veste, me glaçait jusqu'aux os. C'était la fin de l'après-midi, le ciel d'un violet meurtri au-dessus de l'horizon de la ville. Les gens se pressaient, des navetteurs la tête baissée, des adolescents qui riaient, une femme poussant une poussette avec un bébé qui pleurait. Le monde bougeait à un rythme frénétique, et je restais immobile, ancré par une botte en plastique et un sac de sport qui contenait tout ce qu'il me restait. J'ai vérifié mon téléphone. 16h15. Le décor de Marie se terminait à 16h. Elle devait être dans le bus maintenant.
Elle serait fatiguée, ses pieds douloureux, répétant le sourire qu'elle afficherait en franchissant la porte pour trouver un appartement vide et une bague posée sur la table de chevet. Mon téléphone a vibré dans ma main. Marie. J'ai fixé l'écran. Le nom clignotait, exigeant mon attention. Elle devait être rentrée plus tôt. Elle devait être à la home. Elle devait avoir vu la bague. Mon pouce a plané sur le bouton « Refuser ». Je pouvais répondre. Je pouvais expliquer. Je pouvais lui dire que je lui pardonnais l'acte, mais que je ne pouvais pas survivre au souvenir. Je pouvais lui dire que les hommes bien aussi se brisent, se tordent, se vident. Mais les explications n'étaient que des mots, et nous en avions utilisé trop, jusqu'à l'usure. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il bascule sur la messagerie vocale. Puis j'ai éteint le téléphone. L'écran est devenu noir, réfléchissant mon propre visage, émacié, mal rasé, plus vieux que 35 ans, un visage d'étranger. J'ai ajusté la sangle du sac de sport sur mon épaule et j'ai commencé à marcher vers l'arrêt de bus, boulevard Rochechouart. Chaque pas envoyait un battement sourd le long de mon tibia, un rappel brutal de l'accident, de ma chute. Le médecin avait dit que l'os se consoliderait avec le temps. Il avait dit que la claudication s'estomperait probablement, bien que la douleur puisse se réveiller quand il pleuvait. Il avait dit que j'avais de la chance de pouvoir marcher du tout. La chance, ce mot qui me poursuivait. J'ai atteint l'arrêt de bus juste au moment où le numéro 45 s'arrêtait, ses freins sifflant un soupir fatigué, exhalant de l'air chaud et vicié. Les portes se sont ouvertes avec un claquement métallique. « Vous montez, mon pote ?» a demandé le chauffeur, jetant un coup d'œil à ma canne à mon allure incertaine. J'ai regardé en arrière, dans la rue, vers l'immeuble en briques qui n'était plus ma maison. J'ai pensé au dîner de steak acheté avec l'argent de Julien, un goût amer dans ma bouche. J'ai pensé au message où elle m'avait choisi, une main tendue trop tard. J'ai pensé au silence dans la voiture, aux membres fantômes d'un mariage qui avait été amputé bien avant l'accident, dont la mort cérébrale remontait à bien plus loin. J'ai réalisé alors que Marie n'était pas la méchante de l'histoire, la méchante traditionnelle. Elle était juste une femme qui se noyait, et dans sa panique pour atteindre la surface, pour respirer, elle s'était hissée sur moi, quitte à m'enfoncer davantage. C'était la loi de la survie, une loi cruelle. « Oui », ai-je dit, agrippant la rampe et me hissant sur les marches avec un effort. Je monte. J'ai payé le prix, un des rares euros qu'il me restait, et j'ai pris place vers l'arrière, loin des regards curieux. Le bus a démarré en secousse, se fondant dans le flot incessant de la circulation. J'ai regardé la ville défiler à travers la vitre sale, les reflets des néons se mélangeant à l'eau de la pluie. Vitrines éclairées, lampadaires flous, la grille sans fin de la vie que je laissais derrière moi. Je ne savais pas où j'allais. Peut-être sur le canapé de Marcel. Peut-être dans un motel bon marché près de l'aéroport de Roissy. Peut-être juste ailleurs, n'importe où, pourvu que ce soit loin. J'ai posé ma main sur ma mauvaise jambe, sentant la coque en plastique dure de la botte. Elle protégeait la fracture, la maintenait rigide pour qu'elle puisse guérir droite. Si je l'enlevais trop tôt, l'os se solidifierait mal, se déformerait. Il serait tordu en permanence. Le mariage, c'était la même chose, je suppose. On avait essayé de marcher dessus avant qu'il ne soit solide. On avait essayé de mettre du poids sur une confiance brisée, espérant que la pression la maintiendrait ensemble. Mais tout ce que nous avons fait, c'est de broyer les morceaux cassés les uns contre les autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la poussière. Le bus a tourné un coin et le soleil a finalement plongé sous l'horizon, laissant la rue dans le crépuscule. Je n'étais pas heureux, je n'étais pas soulagé, j'étais juste vide. Mais dans ce vide, il y avait de l'espace pour guérir, de l'espace pour reconstruire, brique par brique, euro par euro, sans le poids d'une dette que je ne pouvais pas payer. J'ai baissé les yeux sur l'endroit vide de mon annulaire. La peau y était plus pâle, une indentation où l'argent avait l'habitude de reposer. Ça bronzerait finalement,
La marque s'estomperait, mais l'empreinte resterait d'une autre manière. Certaines choses se brisent et guérissent plus fortes. D'autres, non. Je ne savais plus ce qui était vrai pour moi. Est-ce que j'étais en train de guérir ou juste de m'adapter à une nouvelle mutilation? Peut-être les deux. Mais cette vie que je commençais, elle était la mienne du moins. Et c'était un début,